Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast où on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Mon nom est Mario Cardinal et à l'animation, je suis accompagné de Guy Barrette. Bonjour Guy. Bonjour Mario, ça va bien? Oui, toujours bien. Toujours positif. Toujours. Il n'y a pas une fois où ça va pas bien. Non, jamais. Oh, tabarnak. Bon, ok. Ça peut, mais on s'entend, c'est pas mon... Si on ferait mon biorhythme, moi je suis vraiment dans le biorhythme du positif. Les choses sont... Ça peut m'arriver des fois que je me cogne un orteil, là, puis que ça aille mal pendant quelques minutes, mais mon rythme normal dans une journée, c'est... on a une énergie positive et on avance et on s'amuse. C'est ça qui est l'important dans la vie. Parle-moi de ça. C'est ce qu'on essaie de faire avec le podcast. Parlant de s'amuser, Guy, sur quoi tu t'amuses ces jours-ci? Ben en fait, je suis en train de de finaliser ma formation Docker Kubernetes sur DigitalOcean. Donc, j'ai déjà une version sur Azure, une version sur Linode. Et j'ai une troisième version là, que je vais publier là, au début du mois de février sur DigitalOcean, qui est un plus petit cloud provider que les trois grands, mais qui est très utilisé dans le monde, qui a des centres de données un petit peu partout sur la planète, là, qui est très populaire auprès des développeurs aussi, des plus petites compagnies. Donc, ça va être disponible au début du mois de février. Ah, mais écoute, tu livres un rythme beaucoup plus rapide que moi, qui fait des années que je travaille toujours sur le même produit et à toutes les fois, je suis comme, ça s'en vient. Bon, nous, on est rendu ce que je pourrais appeler un bêta privé, en tout cas, et ce qu'on découvre, c'est qu'on a des ajustements à faire, donc c'est... Ah, ben ouais, c'est mieux de les faire avant. Oui, c'est mieux de les faire. Écoute, ce que je peux juste raconter, si un jour on pourrait faire peut-être un podcast sur qu'est-ce que c'est créer un produit, mais c'est un grand acte d'humilité, parce qu'à toutes les fois, on découvre que OK, c'est pas vraiment comme ça qu'il fallait le faire. Donc, 100 fois sur le métier, remettre son travail, là, ça, c'est la réalité de concevoir quelque chose. Ben, reste que, comme j'ai dit au début, je suis positif et les choses vont bien. Je suis loin d'être dans le mode dépressif du tout. Parlant de quelqu'un que moi j'aime son notre invité là, j'aime beaucoup son énergie. Je trouve qu'il a une énergie intéressante. Donc notre invité s'appelle Bruno Barrette. Bonjour à vous deux. Bonjour. Hey, salut. On n'est pas parents, hein? Non, même pas. C'est ça. Le nom, il est pareil, mais en tout cas, à ma connaissance, on n'est pas reliés, là. C'est ça. Hey, mais on écrit notre nom de la même façon, c'est-à-dire 2 R, E, 2 T, E, parce qu'il y a 56 façons d'écrire notre nom, soit avec un seul R, un seul T, pas de E à la fin, puis là, tu une version, là, tu sais, tu mélanges ces trois versions-là, là. Fait que, c'est rare que le monde l'ont du premier coup. Ouais. Guy, tu dis ça, puis je me rappelle d'une anecdote. Il y a plusieurs années, on avait fait des chandails pour une activité qu'on était pour faire. Je pense que c'était au MVP Summit. Et la personne qui a fait les chandails pour faire une blague a fait exprès pour écrire le nom de Guy avec juste un R et juste un T, sachant que Guy, il apprécierait probablement pas beaucoup. Et puis en réalité, ce qu'il a fait, c'est que le vrai chandail était correct. C'est que quand il a envoyé par email en disant c'est fait, il avait truqué la photo. Et je me souviens parce que j'en ris encore, la réaction de Guy qui dit mais c'est pas correct, c'est pas comme ça que mon nom s'écrit. Donc j'en ai compris ce jour-là que les gens qui s'appellent Barrette aiment que le nom s'écrit avec 2 R et 2 T. Et avec un... Oui, puis c'est un réflexe de le dire. Barrette, 2 T. C'est automatique. Ouais. Bruno, on va discuter avec toi aujourd'hui de Blazor. Oui. Mais c'est toujours la même formule, là. Ça fait plus que 17-18 ans qu'on fait le podcast. Avant de parler du sujet à proprement parler, une petite bio permettre à nos auditeurs de pouvoir te connaître un peu mieux. Et comme me rappelle à l'occasion mon cher ami Guy, Mario, la bio, c'est pas l'émission. Faut pas passer 20 minutes sur la bio.
Mais des fois, la vie des gens est passionnante, puis moi, ben, je m'enflamme facilement. Mais Bruno, bon, tu sais, première chose, t'es un MVP en développement, donc t'as ton statut MVP quoi, depuis 2 ans, 3 ans maintenant? Ouais, depuis 2020 que j'ai obtenu ça. Ben après, si tu me permets d'embarquer là, après avoir passé une couple d'années à animer le Bracket Show, qui est une chaîne YouTube qui existe depuis fin 2016. Mm-hmm. Puis tu sais là, à force de faire justement des vidéos, puis éventuellement j'ai été amené à faire, c'est drôle, on va en parler aujourd'hui, mais j'ai fait une conférence sur Blazor en juin 2020 au Blazor Day. Puis c'est suite à ça que un des organisateurs de la conférence m'a dit, ben, tu pourrais être MVP, tu sais, t'as ce qu'il faut. Faudrait juste que je te nomine. Mm-hmm. Fait que, ben, il m'a nominé, puis une couple de mois plus tard, voilà, surprise, j'étais MVP. Ben, c'est le chemin on a tout suivi, hein. Ouais. Ben, il y a des gens qui nous remarquent puis ils disent, oh, quoi, cette personne-là, elle est pas juste bien impliquée puis elle veut aider, mais elle est aussi compétente et elle sait de quoi elle parle. Donc, c'est souvent les critères qui font que on réussit à recevoir ce titre-là. Mm-hmm. Ouais, puis comme tu as été accepté la première fois, c'est-à-dire que tu avais déjà pas mal de contributions, là, soit des conférenciers dans des conférences ou ta chaîne YouTube, tes publications. C'était surtout la chaîne YouTube, je te dirais, qui a fait l'impact. Tu sais, la conférence, je n'avais fait une. Fait que tu sais, je pense, ben tu sais, probablement que ça l'a aidé, mais tu sais, le fait d'avoir des vidéos puis d'être rendu, tu sais, à ce moment-là, on avait peut-être 800-900 abonnés. Mm-hmm. Là, on est rendu un peu plus que ça. Fait que tu sais, c'est sûr que ça donne une certaine traction au niveau de la communauté. Puis tu sais, on essaye un peu comme vous deux dans le fond là. L'idée, c'est de faire du contenu en français, ce qui est quand même assez rare. Ouais, sur les interwebs. C'est ça, ce qui est intéressant pour nos auditeurs là, qui, si vous le connaissez pas, le Bracket Show. C'est une chaîne YouTube, donc là, c'est pas juste... il y a de la vidéo, là. C'est d'ailleurs un défi supplémentaire, parce que ça veut dire qu'on a plusieurs caméras, mais ça a le bonheur de permettre de pouvoir avoir du contenu peut-être un peu plus riche que ce que nous, on fait, qui est plus, nous, des conversations. Puis là, ça fait maintenant 4 ans. Tu commences la 5e année avec le Bracket Show? Ouais, c'est ça. Fin 2016, ça fait déjà 5 ans. Ça fait un peu plus que 5 ans. Là, c'est la 6e année... depuis novembre à peu près que ça a commencé. Puis les sujets, je sais que moi, j'ai passé un moment donné pour parler de stratégie de test. Guy, je crois que tu as été aussi invité un moment donné au Bracket Show. Ouais, je parlais d'Azure. Azure, donc vous traitez vraiment... C'est beaucoup des sujets qui ressemblent à ce qu'on fait au Visual Studio Talk Show. Là. Oui, tu sais, c'est beaucoup de contenu technique, soit relié, ben, tu sais, évidemment, beaucoup autour de la plateforme de Microsoft. Tu sais, c'est avec ça que je travaille à tous les jours. Fait que c'est sûr que l'expertise, elle se développe autour de ça. Mais tu sais, on a déjà eu un épisode où on a parlé avec quelqu'un de Bitcoin, on a parlé de faire des jeux en Unity. Beaucoup de choses, c'est design pattern aussi. Fait que tu sais, des fois, il y a des choses que ça va toucher n'importe qui est dans programmation sans nécessairement être propre à C#. Tout à fait. Donc, et bon, on n'a pas parlé, mais toi, tu travailles... rappelle-nous donc ton employeur? Oui, je travaille chez Dun Technologies, qui est affilié dans le fond à la compagnie Pixis Technologies, qui est assez connue au Québec depuis le début des années 2000 dans tout ce qui concerne l'agilité. Donc nous, on est la compagnie associée à ce réseau-là qui fait le développement logiciel sur mesure. Fait que tu sais, dans le fond, des clients viennent nous voir, ils ont des besoins pour soit aider leur équipe qui manque de ressources parce qu'évidemment c'est la pénurie partout, mais soit ça ou soit ils ont un besoin d'un logiciel qui n'existe pas sur le marché puis qui veulent faire vraiment sur mesure. Ben là, c'est là que nous on prend la balle, on les accompagne là-dedans puis on s'occupe de faire un logiciel qui répond aux besoins. Et le nom Dun, ben ça référence au terme anglais à avoir complété. Donc c'est Dun Technologies. La fameuse definition of done. Donc écoute, aujourd'hui, on veut parler de Blazor. Oui. Puis, moi, ce que je trouve intéressant, si on parle de Blazor, c'est quoi la genèse? Ça vient de où, ce produit-là? Avant même qu'on ait... En expliquant que ça vient de où, je pense qu'on va permettre aussi aux gens d'avoir une idée de qu'est-ce que c'est Blazor. Oui. Ben Blazor, si on parle du début, il y a beaucoup de gens qui pensent que
la première chose qu'on a vue de Blazor, ça venait de Dan Roth, qui est un des PM chez Microsoft. Mais en fait, c'est arrivé en 2017. C'est Steve Sanderson qui a montré un projet à NDC Oslo. Puis ce qui est arrivé, c'est simplement avec un petit projet bien simple avec un counter qui est aujourd'hui le template par défaut quand on part un projet Blazor. Puis c'était du C# qui roulait directement dans notre navigateur. Donc c'est ça. Blazor, c'est essentiellement, vous écrivez en C# et à la fin, votre application, elle peut rouler dans un navigateur. C'est ça l'origine. Oui. Puis tu sais, c'est pas, faut pas confondre non plus avec le fait que ça serait transpilé, tu sais, que ça serait transformé dans du JavaScript. C'est vraiment le C#, la DLL, mais qui est dans le browser. Fait que c'est là la petite différence par rapport à, tu sais, même si on pense à TypeScript, que ça finit par être du JavaScript au final, ben là, c'est pas ça. Là, c'est vraiment le C# qui est exécuté tel quel, mais dans Chrome, Edge, Firefox. Parce que la genèse, là, c'est bien. La personne que tu as nommée tout à l'heure, son nom déjà, c'est? Steve Sanderson. Steve, ouais. Donc, Steve, lui, il allait faire une conférence à NDC, il cherchait un sujet, il a vu ça, cette affaire-là de WebAssembly, puis tiens, je vais faire une espèce de preuve de concept, puis ça va être ma présentation. Hein. Grosso modo, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Lui, dans puis là, l'Internet, là, s'est mis à pogner en feu, là, à partir de ce moment-là. Ben oui, puis tu sais, les gens de Microsoft, évidemment, ils ont vu ça, ils ont dit « Oh mon Dieu, mais c'est donc bien cool! » Fait que, tu sais, puis ça a pas pris beaucoup de temps, dans le fond. La première version expérimentale qui ont commencé à publier par rapport à ça, c'est arrivé en février 2018. Fait que tu sais, ça a pris une couple de mois pour reprendre ça, spinner ça, puis dire « OK, on essaye cette affaire-là, voir qu'est-ce que ça va donner. » Faut aussi dire qu'à l'époque, c'était comme un des premiers projets concrets où on voyait du code qui roulait du web. Parce que essentiellement, ton C#, il va utiliser WebAssembly en dessous pour être capable de rouler dans le navigateur. Puis c'était une des premières fois qu'on voyait ça concrètement, là, parce que à part quelques démos qui avaient été faites avec d'autres langages, mais littéralement en C#, là, c'est ça qui a fait que ça a parti comme une traînée de poudre, cette affaire-là. Ouais, c'est vrai parce que tu sais, même quand on y pense, WebAssembly, si ma mémoire est bonne, là, je me rappelle pas par cœur, mais il me semble que ça a été créé officiellement en 2017. Mm-hmm. Fait que tu sais, c'était tout frais sorti du four, là. Puis ben là, voilà, ouais, c'est arrivé de même, puis ça a montré du concret de ce qu'on pouvait faire avec ça. Et puis là, l'idée, c'était, bon, j'écris mon code en C#, en .NET, mais il va rouler dans mon navigateur web. Donc, l'idée, c'était essentiellement une nouvelle approche pour faire des applications clientes, ou en tout cas pour faire des applications qui roulent sur le desktop ou le téléphone de l'utilisateur. C'était ça ce qu'on cherchait à solutionner comme type de problème? Ben, tu sais, je pense que ce qu'on essayait de solutionner avec ça, c'était d'avoir une place pour Microsoft dans le marché des frameworks de tu sais, ce qu'on appelle les single page apps. Mm-hmm. Parce que tu sais, à ce moment-là, si tu voulais faire un app côté client qui est, tu sais, qui répond, qui est responsive, qui est interactif, puis t'as pas tout le temps des reloads de tes pages à chaque fois que tu cliques partout, ben t'avais pas le choix de tomber vers du Angular, React, Vue. Puis c'est tous les autres frameworks JavaScript qui apparaissent à tous les jours là, mais t'avais pas le choix. Fait que tu sais, automatiquement, tu tombais avec soit un développeur mais qui couvre les deux stacks, puis qu'au final, ben il est peut-être pas nécessairement expert dans les deux stacks. Soit t'étais obligé d'avoir deux rôles différents pour quelqu'un qui fait ton back-end dans C# puis ton front-end en JavaScript, mais là ça double le nombre de ressources qu'il faut que tu trouves, que tu formes. Fait que tu sais, je pense que ça c'est beaucoup là-dessus qu'ils ont misé en amenant quelque chose que ben toute l'expertise que les gens ont développée depuis une quinzaine d'années en C#, ben là ils pouvaient l'utiliser. Tout ce qu'ils avaient fait en MVC, que ça a quand même roulé sa bosse un bon bout de temps, MVC que tout le monde utilisait ça, ben là ils pouvaient l'utiliser mais côté client. Mm-hmm. Puis on peut peut-être, Bruno, expliquer un petit peu, revenir faire un pas en arrière, puis expliquer un petit peu le concept de WebAssembly.
Ouais, tu veux dire WebAssembly dans son ordre général, là? Ouais, c'est quoi ça, cette technologie-là? En gros, puis là, je vais y aller selon mes connaissances. Évidemment, je suis pas quelqu'un qui a développé dans le WebAssembly, puis j'ai pas une maîtrise complète, là. Mais en gros, c'est quelque chose, comme on disait tantôt, qui permet d'utiliser du code, dans le fond, d'exécuter du code dans nos navigateurs. C'est un langage qui est similaire à de l'assembleur. C'est très low level, c'est un format binaire. Mais au final, c'est que ça donne une performance qui est quasi la même affaire que si c'était natif. Puis, dans le fond, ça permet d'utiliser autre chose que justement du JavaScript dans ton client. Tu sais, là, on parle de C#, mais WebAssembly permet aussi de faire du C++, du C, du Rust. C'est toutes des choses que, une fois que tu es capable d'avoir ton target vers WebAssembly, ben, tu fais ce que tu veux dans le langage que tu veux, puis tu l'utilises. C'est parce que si on fait un peu un parallèle avec la plateforme .NET que nos auditeurs, en tout cas la majorité de nos auditeurs connaissent bien, le WebAssembly, c'est un peu comme ton IL, ton langage d'instruction de base pour être capable d'exécuter du code. Puis là, ça n'a rien à voir avec JavaScript, c'est-à-dire c'est une autre définition de langage, très bas niveau, pour être capable d'exécuter du code et qui roule à côté complètement de JavaScript, puis qui est même dans son propre sandbox, c'est-à-dire que... Oui, c'est ça. Fait que on peut pas se ramasser avec du code malicieux, tu sais, qui pourrait facilement passer par le navigateur. Là, c'est quand même boxé justement pour isoler ça, puis faire que c'est exécuté de ce côté-là. Puis tu sais, une autre chose qui est vraiment excellente de tout ce qui est WebAssembly, ben c'est un standard web. Puis tous les gros browsers, tous les gros navigateurs, ils se sont entendus ensemble pour le supporter. Donc là, on se retrouve pas avec une architecture que tu as un navigateur qui va le supporter, mais pas les deux autres ou vice-versa, puis qu'au final, ça finit par mourir. Mm-hmm. Mais tu dis... Puis en plus, t'as les furteurs mobiles supportent WebAssembly aussi. Oui, tu sais, c'est... moi, je disais furteur, mais c'est vraiment au sens large. C'est ça, on n'est pas limité à la plateforme desktop. C'est desktop, mobile, tablette, c'est n'importe quel. Là. Même dans le merveilleux monde d'Apple, c'est supporté, parce que souvent, Apple sont peut-être pas pas le fabricant le plus chaud à supporter les alternatives à déployer une application native dans leur magasin. Parce qu'on sait que leur magasin, ben, ils ramassent 30% de royauté sur chaque vente, donc ils ont intérêt à ce qu'on fasse des applications natives, mais ils ont quand même implanté WebAssembly sur le furteur Safari, ce qui est... Ouais, tu sais, le seul, là, je peux faire la parenthèse, c'est drôle, là, mais faut pas se stresser avec ça. Le seul qui est peut-être pas supporté par la plateforme WebAssembly, ben, c'est Internet Explorer. Ouais, puis... Ouais. Fait on se stressera pas trop avec ça, là. C'est sûr que, tu sais, si on développait une application, par exemple, dans le domaine du médical ou gouvernemental, que les environnements sont restreints, ben, oui, là, ça pourrait être un problème. Puis encore, outre ça, je pense qu'ils sont tous en train de migrer à Edge de toute façon, là, toutes ces... Ben, je pense que oui. Mais tu sais, ça serait peut-être la seule contrainte qu'on pourrait avoir. Mais sinon, là, aujourd'hui, il n'y a plus de contrainte. C'est parce qu'il n'y a plus de support là, pour Internet Explorer. Là. Ouais, puis, non, je sais, mais c'est pas tout le monde qui migre aussi vite qu'on devrait. Hein? Effectivement. mais moi, si tu reviens, tu dis WebAssembly, c'est un standard du W3C, donc c'est un standard web. Mais à la base, le standard web, là, tu avais le langage JavaScript et les 5-6 contrôles de base pour être capable de pouvoir faire quelques entrées, c'est-à-dire un champ text field, un bouton, tu sais, mais t'avais pas de contrôle sophistiqué dans le standard web. C'est ce qui a fait que pour les développeurs JavaScript, il y a eu des fabricants, des gens qui se sont mis à faire des librairies pour nous donner des contrôles plus sophistiqués. Puis qu'est-ce qu'on fait avec WebAssembly? Parce que WebAssembly a la même contrainte, c'est-à-dire que oui, WebAssembly peut interagir avec les 5-6 contrôles de base que le W3C définit, mais qu'est-ce qu'on fait quand on veut, par exemple, un tree view, qu'on veut des listes, des choses plus sophistiquées dans le monde WebAssembly? Hey, là, je t'avoue que dans le détail du fonctionnement, j'aurais de la difficulté à répondre à cette question-là. Mais je vais poser ma question différemment. Est-ce que Blazor nous fournit des contrôles
plus sophistiqué pour faire des interfaces utilisateurs aujourd'hui? Oui, en fait, la réponse, ça serait au même titre que n'importe quelle autre librairie qui est présentement sur le marché. OK. Blazor, par défaut, en offre, mais tu as aussi plusieurs fabricants qui ont commencé à faire des librairies de contrôle pour rajouter des fonctionnalités plus enrichies que ce qu'on peut faire juste avec la base du web, si on peut dire, là. Parfait. Donc, ce qui veut dire que si jamais quelqu'un va avec le chemin Blazor, il se retrouvera pas à dire « Ah, ouais, mais là, je voudrais avoir un tree view, puis la seule solution, c'est que je me construise moi-même mon tree view, là, qui est un chemin de Damas, là. » Non. Donc, OK. Non, c'est ça, c'est pas la seule option. Puis à la limite, tu voudrais le faire, tu voudrais soit le faire via Blazor, soit utiliser tu sais, même une librairie JavaScript qui le fait, tu pourrais. Parce que ça reste que quand on commence à faire du Blazor, ça veut pas dire qu'on fait plus de JavaScript. Moi, au début, quand j'ai entendu parler de Blazor là, en 2018, la première fois que j'avais vu ça, je m'étais dit parfait, c'est fini, plus de JavaScript, j'en fais plus jamais. C'était presque, c'était pas utopique, presque, mais ça reste que t'as quand même accès via de l'interop que Blazor t'offre. Fait que tu peux continuer à t'en servir. C'est sûr que si tu fais 90% de ton code en JavaScript, c'est peut-être pas du Blazor que tu fais. Mais pour certaines features que, ben là, t'aurais pas le choix, ou tu veux utiliser une librairie qui fait déjà très bien le travail, ben tu peux, t'es pas barré dans l'écosystème de Microsoft non plus. Puis souvent, ce qu'on voit, là, quand si on fait, par exemple, du React ou du Vue pour faire un SPA, ben s'il y a du code qui est, par exemple, tout ce qui touche la partie algorithmique, la partie enjeu de sécurité, souvent, on va avoir le code qui va rouler pas juste sur le poste client, mais aussi sur le serveur. Puis là, on se retrouve à avoir deux implémentations. Si notre backend n'est pas en JavaScript, mettons si notre backend est en C#, on va avoir une implémentation du code en C#. Et de l'autre côté, il y a même une implémentation en JavaScript. Comme tu disais, souvent deux équipes différentes qui vont avoir à supporter, maîtriser. Tandis que l'avantage du WebAssembly, c'était de dire, ben écoutez, vous pourriez tout développer en C# de bout en bout. Ouais, ben tu vois, ça c'est justement dans les avantages que moi je trouve qui est un des plus gros de Blazor. Puis tu sais, la même réponse pourrait être donnée aussi pour quelqu'un qui fait un stack 100% JavaScript. On s'entend, là, mais l'idée c'est que là, justement, toutes tes validations que tu faisais côté client dans ton formulaire, côté serveur avant de rentrer les données, ben tu le mets à une seule place, puis tu l'utilises dans les deux. T'as pas à doubler ce code-là. Les modèles que tu exposes via ton API C#, puis que dans ton application Angular, tu fais une interface en TypeScript qui va faire exactement la même chose, qu'il faut que tu maintiennes tout le temps les deux, ben là, c'est fini ce temps-là. Tu fais un fichier de modèle entre les deux, il sert partout, puis c'est réglé, là. Donc, un scénario qui aurait de l'allure, c'est que si, mettons, ton équipe a toujours fait du C#, en fait, le développement web qu'ils ont fait dans le passé, c'était vraiment du web classique, c'est-à-dire que c'est pas des gens qui maîtrisent de bout en bout tout le monde JavaScript. Eux, de dire on va migrer vers Blazor et le monde WebAssembly, c'est probablement un chemin très, très, très acceptable. Oui. Ce qui serait pas le cas, mettons, d'une équipe qui, eux autres, ils ont commencé en 2000 à faire du jQuery, ils ont fait du Angular, puis là, ça leur disait, ben, allez faire du WebAssembly avec Blazor. Ils vont dire, ben, c'est quoi ça, C#? Tu sais, faut comprendre d'où est-ce qu'on vient pour faire un bon choix de plateforme. C'est ça. Tu sais, c'est pas, malgré le fait que, tu sais, moi, je suis hyper vendu, mais faut pas le voir comme le Saint Graal qui va tout remplacer. C'est pas, Blazor, c'est pas la mort de JavaScript. Loin de là. C'est vraiment juste une autre option, mais comme tu dis, tous les gens qui sont habitués, qui ont fait du MVC, ben, en gros, pis là, ça, c'est de très haut niveau, mais au lieu de faire des partial views, ce qu'ils vont faire, c'est des components. Ils vont utiliser leurs components. Fait que, tu sais, la transition va se faire de manière assez transparente, mais au lieu de faire une application que à chaque clic, la page à load, ben, tu vas faire une application qui est super responsive, puis qui est interactive, puis qui est le fun pour tes clients.
Puis comme tu as dit, avec d'ici quelques années, il va vraiment avoir un bon standard sur comment il y a interopérabilité entre les composantes. C'est-à-dire qu'un jour, on pourrait avoir une composante qui est écrite en WebAssembly, en tout cas, on s'en fout en quoi elle est écrit. Puis je la consomme dans une application Vue.js ou dans une application React. Et ni vu ni connu, eux, ils font juste échanger les données en suivant le protocole. On n'est pas là encore, là, mais on peut entrevoir ça dans le futur. Non, mais tu vois, dans la version de .NET 6 qui est sortie en novembre, deux des nouvelles fonctionnalités qu'ils ont rajoutées, déjà, dans ton application Blazor, tu peux rouler du code natif. Donc, tu peux ajouter un fichier, par exemple, en C, qui a une fonction dedans, tu l'inclus, puis tu t'en sers dans un de tes components de Razor de C#. Puis ils ont même permis, ça c'est expérimental, là, mais tu peux même faire des components Razor qui vont être qui vont être compilés ou transpilés, je sais pas trop, mais pour être utilisés avec React ou Angular. Mm-hmm. Donc, fait que ça reste que toutes ces choses-là s'en viennent, puis on est au début, je pense, de ce qu'on va voir avec tout ce que WebAssembly peut amener, là. Mais moi, je me souviens quand on a fait un podcast il y a un an à peu près avec, on a parlé de WebAssembly. Puis une des choses que notre invité nous avait fait entrevoir, il nous avait dit, écoutez, WebAssembly, là, aujourd'hui, beaucoup de monde pense à browser, mais lui, il voyait un futur encore plus brillant pour WebAssembly du côté serveur. Puis, là, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'il entend par là? C'est-à-dire, on roulerait le WebAssembly pas dans un browser, on le roulerait juste sur un serveur ou? Là, on parle pas du modèle de hosting de Blazor, là. Non. On parle vraiment de rouler le WebAssembly sur le serveur. Ouais, oui, littéralement, l'idée que lui mettait de l'avant, c'était de dire, écoute, le protocole, le standard WebAssembly, tu pourrais t'en servir, par exemple, pour littéralement rouler du code qui serait, par exemple, sur des devices, tout ce qui est Internet of Objects, donc IoT. Donc, tu sais, tes devices, les autres, ils pourraient littéralement juste avoir un petit engin qui roule du WebAssembly. Et c'est pas un browser, mais tu te sers de WebAssembly essentiellement pour pousser du code vers des devices qui sont tout ce qu'il appelle le Edge Computing. Et lui, entrevoyant, il dit, le futur de WebAssembly, il est peut-être encore plus là que de dire à WebAssembly, c'est ce qui va remplacer Angular React Vue. Qui, pratico-pratique. C'est vrai qu'après ça, si WebAssembly te permet d'accéder à tes devices puis dans le fond d'être une porte d'entrée au lieu d'un API traditionnel, c'est vrai que il y aura pas de limite. En fait, les limites, ça va être selon ce que le standard va définir. Mm-hmm. Ouais, ça, on peut le voir comme une espèce de runtime donc si le device, lui, supporte WebAssembly, ben il va pouvoir rouler du code WebAssembly, que ce soit un device IoT, que ce soit je sais pas moi, une autre chose qui roule dans un centre de données. Donc c'est ça. Ouais. Un autre scénario qu'il nous disait, il dit, ça pourrait même être des fermes de serveurs pour faire un peu comme la même chose que peut faire un Citrix, c'est-à-dire exécuter des applications à la demande, mais qui roule le serveur complètement, puis l'utilisateur, lui, il l'utilise à travers une interface web, mais ça roule même pas dans le browser, il roule sur le serveur, puis c'est juste une retransmission du UI qui est transporté. Okay. Mais là, on s'éloigne un petit peu là, du modèle Blazor. Donc, revenons au modèle Blazor. Une des choses que tu voulais nous parler, Bruno, c'est justement, tu nous as glissé un mot, le hosting. C'est-à-dire, comment ça va marcher quand on veut déployer une composante WebAssembly? Dans le fond, une application Blazor. Une application, T'as deux modèles qui sont possibles. Dans le fond, il y a le modèle serveur puis il y a le modèle WebAssembly. Modèle serveur, au final, ça marche un peu comme une application MVC dans le sens où ton application est côté serveur, mais quand on arrive sur la page de notre application, ça ouvre une connexion Signaler vers le serveur. Puis là, lui, tout ce qu'il va faire, c'est tout gérer les updates de UI, les événements, les appels JavaScript. Il va tout passer ça sur la connexion. Mm-hmm. Ça va aller s'exécuter sur le côté serveur. Là, lui, il va voir, par exemple, s'il y a des choses dans ton DOM HTML qui ont changé. Lui, il va juste te retourner à la différence, toujours via Signaler. Puis
puis il va te le réafficher en temps réel. Donc ça, c'est un peu comme ce que j'expliquais, un peu une solution à la Citrix, c'est-à-dire on envoie juste le différentiel du UI. Dans ce cas-là, c'est le différentiel du Document Object Model dans le browser qui est transféré avec Signaler. Ouais. Et le code roule sur le serveur, lui. Il roule pas dans... Le code, il roule sur le serveur, c'est ça. Fait que tu sais, c'est sûr que côté client, c'est avantageux parce que le payload d'aller télécharger les librairies de .NET, ces choses-là, ben c'est sûr que c'est plus léger parce qu'on n'a pas à télécharger ça dans le navigateur. C'est vraiment juste d'ouvrir la connexion Signaler. Puis t'as pas besoin de WebAssembly. Fait que tu sais, on parlait tantôt d'Internet Explorer, Blazor Server vient régler ce problème-là si jamais on est prêt avec cette limitation-là. Puis ça fait aussi que, encore là, peut-être certains enjeux de sécurité, s'il y a des gens qui auraient peur, ben ça envoie pas de DLL côté client. Donc, ton code, en théorie, il se retrouve pas dans le navigateur de ton client. C'est ça. Donc, il y a presque pas de surface d'attaque possible pour un hacker. Non, c'est ça. Mais, en contrepartie, ben, vu que tu es via une connexion Signaler, c'est sûr que tu as un peu plus de latence que si ton application était directement dans ton navigateur. Mm-hmm. Fait que tu sais, c'est un trade-off, c'est savoir qu'est-ce qu'on a besoin, mais si on veut quelque chose de super vite, c'est pas nécessairement la bonne option. OK, juste pour récapituler un petit peu, là, le modèle serveur fait en sorte que quand tu vas développer là, ton application là, Blazor, tu vas la déployer sur ton serveur web. Ouais. Ton code, lui, va faire du output d'HTML, j'imagine? Oui. De la même manière que ton application MVC. C'est que dans le fond, t'arrives sur une route, puis la route, elle, ce qu'elle te redonne, c'est du HTML. Ça génère du HTML, parfait. Ouais. OK. Donc, là, c'est envoyé au client, au furteur. Le furteur, lui, il ouvre une connexion Signaler. Puis, fait que là, il y a une communication là, qui est faite tout le temps là, entre le client et le serveur. Donc, si je clique, par exemple, si j'ai rempli un petit formulaire dans ma page web, je fais Submit, il y a une connexion Signaler qui envoie l'information, puis le résultat m'est retourné. C'est ça. Le serveur, il va traiter l'information, puis si par exemple ton formulaire génère l'affichage d'une nouvelle section, il va te retourner le fait que ça, faut que tu l'affiches maintenant, puis ça va s'afficher dans ta page. Aucune DLL compilée n'est envoyée dans le furteur dans ce mode-là. C'est ça. Par contre, là, j'ai une connexion Signaler. Si j'ai, je sais pas moi, 1000 clients concurrents en même temps, ça va demander beaucoup de jus sur mon serveur web, sur mon... C'est sûr que tout ton traitement, il est basculé du côté serveur. Tu profites pas de la puissance de ce que le client peut offrir quand l'application roule du côté client. OK. Fait que oui, tu sais, c'est les mêmes enjeux, c'est vraiment le même type d'enjeu qu'une application MVC. Alors, le compromis ici, c'est que je bascule rien du côté client, mais là, tout le calcul, le traitement, là, se fait du côté serveur. Donc, j'ai peut-être besoin d'un serveur ou d'aller en load balancing là, sur plusieurs serveurs. Puis là, il y a des enjeux aussi au niveau du si on parle de load balancing au niveau de Signaler, j'imagine. Ouais, écoute, je sais pas, je connais pas toutes les capacités côté Signaler de ce côté-là. Je vais être bien honnête là, mais de ce que j'ai vu, je pense que c'est quand même fait pour le supporter. Mais il reste une réalité, c'est que tu vas avoir une latence parce que quand tu as un réseau entre un client et un serveur, tu peux pas l'ignorer le réseau. Même si on voudrait en faire totalement abstraction, parce qu'ici, ce qu'il dit, c'est oublie-le, il est pas là pour toi quand tu es le programmeur, mais la réalité, quand tu roules l'application, le réseau est là et tu as une certaine latence et c'est ça. Tu vas, ça sera pas comme si ça roulerait dans ton navigateur. C'est pour ça qu'il offre l'autre mode, c'est-à-dire où est-ce que là, tu peux littéralement downloader dans ton client tes composantes WebAssembly. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le modèle WebAssembly. Puis comme tu dis, c'est ça dans le fond. C'est que là, lui, au lieu d'être complètement à côté serveur, c'est que dans le fond, tu peux avoir un serveur qui va, dans le fond, être capable de hoster, d'héberger tes fichiers.
mais ça pourrait très bien aussi être par exemple, un Azure Static Web App. Puis au final, ce que ça fait, c'est que quand tu arrives sur la page, ben là, lui, il va télécharger toutes les DLL qu'il a besoin pour s'exécuter 100% côté client. Fait que ça, c'est les DLL de projets que tu as fait qui sont propres à ton application, mais c'est aussi les DLL du framework.net. Donc, system.io, ces choses-là, si tu en as besoin, ben ils vont être téléchargés en même temps que ton application dans le navigateur. Guy, moi j'entends ça, là, ça me rappelle, parce que c'est pas nouveau ça, là, on a déjà connu ça dans les années 2000, là. Qu'est-ce que ça te fait penser, toi, Guy, quand t'entends ça? Silverlight, peut-être? Ouais, hein? Puis ouais. c'est de la même compagnie, parce qu'on sait que Silverlight, Microsoft a laissé comme tomber tout le monde. Ouais. WebAssembly, on va se retrouver dans quelques années où est-ce qu'un jour Microsoft va dire, ben Blazor aussi, c'est plus stratégique pour nous autres, et est-ce qu'il y a un danger là? Je pense que c'est une des choses qui a fait peur au début de Blazor. Peut-être qu'il fait encore peur à certaines personnes, mais je pense que c'est beaucoup plus mitigé qu'avant. Parce que, tu sais, Silverlight, ça fonctionnait avec un concept de plugin. Fait qu'il fallait que tu installes un plugin. Puis je pense que c'est là que le problème est arrivé, tu sais, avec justement Apple. les iPads puis tout ce qui est Apple, qu'eux autres, ils ont bloqué ça. Fait que là, c'est sûr que Silverlight, ben, ils ont pas eu le choix d'arrêter parce que, ben, ils pouvaient pas se rendre sur toutes les devices de Apple. Là, tu sais, comme on parlait tantôt, on est sur un standard web. Safari fait partie de ceux qui supportent ce standard web-là. Donc, à moins qu'ils se revirent de bord puis qu'ils décident de plus supporter le standard, je vois difficilement comment Blazor pourrait mourir côté web. C'est la grosse différence là, ici. Oui. C'est que WebAssembly, c'est un standard qui a été adopté par tous les furteurs. Et qui est implanté aujourd'hui, qui roule, là. C'est pas une fiction, là. Ça roule même sur un Mac, ça roule même sur un device iOS, là. Tu le roules, puis ça va rouler, là. Ouais. Puis tu sais, c'est... je me rappelle plus non plus à l'époque de Silverlight, mais si je me trompe pas, le framework.net, à ce moment-là, il était pas mal réservé aussi à l'écosystème de Windows. Ah, tout à fait. On n'était pas dans la même mentalité. Là, on est beaucoup plus vers l'open source. Aujourd'hui, on peut développer en C# sur Mac, sur Linux, direct dans le browser. On n'est plus à la même place qu'on était à ce moment-là. Tu as tellement raison. Le Microsoft des années 2007, 2008, 2010 et le Microsoft de 2022, deux compagnies, c'est la même... Bon, totalement différentes. En tout cas, puis Guy va peut-être être d'accord avec moi, pour avoir connu de l'intérieur de la compagnie, il y avait les deux tendances. À l'époque, il y avait une tendance qui essayait de diriger, mais tous ces gens-là ont quitté et ceux qui ont pris maintenant le contrôle de Microsoft étaient de l'autre tendance qui était d'aller vers l'open source, vers l'ouverture et tout. Et ça s'avérait un bon choix parce qu'on sait que on sait où est rendu Microsoft aujourd'hui. Quand même dans les cinq compagnies qui ont une plus grande valeur planétaire, donc c'est pas une petite chose. Et peut-être s'il avait continué le chemin qu'il avait entrepris à partir des années 2000, peut-être que Microsoft serait pas où ce qu'ils sont aujourd'hui. Ce serait peut-être comme beaucoup d'autres vieux dinosaures qui n'ont pas passé à travers les différentes... Ouais, c'est ça. C'est tout à l'avantage de Microsoft d'avoir réussi à faire ça. Alors, revenons au niveau du modèle client. Là. Donc, les DLL... Je finirais peut-être un petit point avant, juste pour montrer aussi, tu sais, pour peut-être rassurer des gens qui écouteraient ça puis qui diraient « Ouais, malgré ça, je suis encore frileux. » là. On a .NET MAUI qui va sortir au courant de l'année, qui est le multi-app user interface, si ma mémoire est bonne, que Microsoft pousse de l'avant. Puis grosso modo, c'est l'évolution de Xamarin. Puis ça va permettre de faire des applications desktop, mobile, tout encore avec l'idée de un seul code à la base. Puis là-dedans, on va pouvoir utiliser des WebView pour utiliser nos composants de Blazor. Fait que tu sais, ils ont déjà pensé même ce modèle-là vers lequel ils s'en vont, avec l'idée que tout ce qu'on fait web en ce moment avec Blazor, on va pouvoir le récupérer avec quelques lignes de code, puis faire que tout ça va marcher dans une application desktop, mobile, Android, iOS, t'as le choix.
Fait que tu sais, je pense que c'est un point central de la stratégie des prochaines années. Parce que c'est ça la promesse de Maui, là, c'est de dire que tu vas écrire le code une fois et tu vas le déployer où tu veux. Et entre autres, une des technologies qui vont supporter dans les stratégies de déploiement, c'est du WebAssembly. C'est ça. Ce qui est une bonne nouvelle. Ça veut dire que c'est pas perçu par Microsoft comme une technologie qui est sur la voie d'évitement, mais plutôt une technologie qui est sur la route principale et qui a toutes ses lettres de noblesse. Mais si on revient à ce que Guy voulait entamer. Ben oui. Du côté browser, comment ça marche? Donc, les DLL sont downloadés sur ton browser, dans ton navigateur. Ouais. Évidemment, ils sont mis en cache, là. C'est pas quelque chose que à chaque fois que tu retournes sur le site, ça va tout downloader, là. C'est mis en cache. Puis, même un petit détail à rajouter là-dedans, c'est que les DLL sont quand même trimés au niveau du build quand tu crées ton application pour faire que c'est pas la DLL au complet. Les DLL du framework de .NET, s'il y a des choses qui sont pas utilisées par ton application, ben le build va s'occuper de trimer, d'enlever ces choses-là qui sont pas utilisées pour faire que tous ces fichiers-là vont être réduits en taille, toujours dans l'optique de télécharger plus rapidement les fichiers dans le navigateur puis que ton application réponde plus vite. Donc, juste prendre ça concret. Imaginons que j'ai inclus à un moment donné des DLL de sécurité, puis le DLL implémente les 68 protocoles, des ciphers pour faire de l'encryption. Puis moi, il y en a un seul que j'utilise, ben il va prendre juste le petit bout de code qui fait l'encryption que j'ai besoin, puis toutes les autres, il va complètement les enlever pour pas que je télécharge des mégabytes de données pour rien. Oui. C'est ça. Ce qui est bien. C'est ce qu'on veut. Oui. Puis tu sais, on pourrait parler aussi de un concept qu'ils ont rajouté, je pense que c'était avec la version de .NET 5, c'est que tu peux aussi, même par rapport au DLL de ton projet, tu peux faire du lazy loading. Mm-hmm. Donc, tu sais, si tu as séparé ça dans différents projets, puis qu'il y en a un que c'est juste accédé par une seule page, que quelqu'un accède très rarement, ben, tu peux faire qu'elle est lazy loadée, fait qu'elle n'est pas téléchargée au début. Puis éventuellement, quand tu vas aller sur cette page-là, là, il va aller chercher cette DLL-là. Mais au moins, ça enlève tout ça enlève quelques DLL de plus au chargement initial. Donc, ça a deux avantages. Le chargement de ton application est plus rapide. Et en plus, toi, comme hébergeur, ben, vu que tu downloads, en tout cas, il y a beaucoup moins de monde qui télécharge cette DLL-là, ça te coûte moins cher en fait de bande passante. Aussi. Effectivement, oui. C'est un effet de barre, mais qui est bénéfique, oui. Mm-hmm. OK. Donc, Guy, toi, est-ce que tu avais d'autres questions autour du mode browser? Alors, oui. Bruno, tantôt, tu disais que si on utilisait le modèle serveur, c'était un peu comme un MVC. Ouais. Mais là, du côté client, là, on fait quoi? Puis là, si je veux pousser des données vers le serveur ou taper sur une base de données en passant par une API, ça marche comment? Ben, ça marche exactement comme tu viens de le dire. Ça va passer par un API. Donc, on va souvent se retrouver avec un modèle où tu vas avoir ton application client qui est en Blazor, qui, elle, va interagir. Dans le fond, tu vas la configurer pour se connecter à un API qui pourrait ou pas, rendu là, être en C#. À la limite, ça pourrait être quelque chose que tu te connectes d'un fournisseur externe ou que tu as développé toi-même. Mais l'idée, c'est vraiment juste d'établir ta connexion sur un API. Puis après ça, ben, tu vas interagir avec comme tu ferais dans une application Angular, comme tu ferais dans n'importe quel autre contexte où tu aurais besoin d'interagir avec un API. Je pense que tu as fait la bonne comparaison ici, là. Donc, du côté client, c'est comme si je faisais une application Angular ou quelque chose comme ça. Donc, je suis vraiment local et je dois taper sur une API en arrière, là. J'ai pas une connexion là, directe avec ma base de données qui est sur mon serveur, là. Non, c'est ça. C'est peut-être justement la petite différence par rapport à MVC. Tu sais que ta page, c'est via le contrôleur quoi aller appeler en arrière. Mais là, on est vraiment dans un modèle découpé. D'accord. Tu pourrais même avoir, à la limite, si ton application WebAssembly n'a pas besoin d'API, ben ça serait uniquement tes pages, ton code pour gérer ton affichage, ta logique, mais tu aurais zéro connexion à un API. Ça se ferait aussi. Mm-hmm. OK.
OK, donc on est vraiment local, puis on tape sur une API. Puis au niveau de performance, là, si on compare à, je sais pas si tu as fait des comparatifs avec des applications Angular ou React, puis WebAssembly, est-ce qu'on a un gain de performance vu qu'on est compilé? Par rapport à une application Angular ou React, je te dirais, tu sais, avec .NET 6, ils ont mis beaucoup d'emphase justement sur améliorer la performance. J'ai pas fait de benchmark, tu sais, vraiment des tests de performance, mais de ce que moi j'ai essayé, c'est assez similaire. C'est sûr que le téléchargement initial, tu sais, comme on parlait tantôt, toutes les DLL, on n'est pas encore aussi optimal qu'une application React ou Angular. Eux autres, ils ont des, tu sais, le payload, là, j'ai pas le mot en français, mais les fichiers qui sont téléchargés initialement dans ton navigateur, ça reste en ce moment un peu plus petit que ce que tu vas avoir avec Blazor. Mais au final, après ça, l'application, ça roule extrêmement bien. Ça, c'est probablement la seule différence parce que lorsque tu utilises l'application, tu sais, l'utilisateur, lui, le temps qu'il servait de bord, qui clique avec sa souris ou qui agisse qui interagisse avec l'application, c'est très lent pour l'application parce que l'application, quand ça dépasse des millisecondes, là, c'est super lent pour elle. Donc, il n'y a pas de problème d'enjeu de performance du côté interactivité quand tu es dans l'application. Comme tu dis, le seul enjeu, c'est au chargement parce que c'est un petit peu plus lourd. Puis ça, ben c'est pour ça les stratégies que Microsoft dit, où est-ce qu'ils disent, ben écoute, on va enlever tout ce qui est pas nécessaire. On va mettre en place aussi la capacité de faire du lazy loading, c'est-à-dire du chargement à la demande, juste des DLL qu'on a besoin. Différentes stratégies pour amener que ça puisse être plus comparable à ce qu'on vit avec des applications React ou des applications écrites en Vue.js. Ouais. Ouais. Puis tu sais, c'est sûr aussi que je pense que le marché où tu vises de déployer une application peut faire une différence aussi parce que un secteur où l'Internet haute vitesse est très, tu sais, qui est disponible puis que t'as pas de problème de vitesse de ce côté-là, l'impact de télécharger 6-8 MB, ça fera pas, tu sais, ça changera pas grand-chose sur ton chargement initial. Oui, ça va être un petit peu plus lent qu'une application d'1 MB, mais ça sera pas la chose qui va faire que tu vas aller sur une autre application parce que c'est trop long. Puis surtout, faut pas oublier que la cache se met en place. C'est-à-dire que si tu fais des mises à jour de ton application juste une fois par mois, une fois par 2 mois, ce qui est souvent le scénario dans les grandes entreprises, on fait pas des mises à jour si souvent que ça. Ce qui veut dire que t'as quelques fois par année, les gens vont avoir un petit peu de temps d'attente parce que là, il faut qu'ils téléchargent les DLL, mais c'est à peu près tout. Après ça, les DLL sont déjà présentes, toutes part. Ah oui. Donc, pour une application d'entreprise, ça peut être des technologies intéressantes, surtout que la plus grosse barrière à l'entreprise, c'est de pouvoir trouver des ressources. Et là, de pouvoir utiliser nos ressources qui savent faire du C# pour dire maintenant, vous allez faire des applications clients, pas juste du code qui va rouler dans le back-office. Puis là, ça donne un plus. Donc, il y a un marché pour une technologie ça comme vient ça. aussi un peu plus ta main-d'œuvre, oui. Ouais. Je la compte. Ouais, parce que tu sais, je reprends ton exemple là. Une deuxième fois que tu vas aller sur ton application, une fois que le framework est déjà en cache, ça va peut-être être 400-500 kilobytes télécharger l'application. Fait que tu sais, rendu là, t'as plus de soucis de performance. Tout à fait. Est-ce que tu vois l'adoption de Blazor plus pour des applications d'entreprise que pour des applications grand public? Ben, je te dirais, moi, dans mon contexte, c'est sûr, je l'ai plus vu dans un contexte de, justement, d'application d'entreprise. Fait que c'était plus pour des outils à l'interne. Mais, je vois pas qu'est-ce qui pourrait empêcher de l'adopter au grand public. Tu sais, il y a pas, je vois pas d'enjeu, tu sais, qui serait un bloquant majeur, là. La performance, comme on a dit, au chargement initial, c'est sûr que c'est peut-être le seul enjeu critique quand tu veux t'en aller grand public. Mais outre ça... Puis je me souviens à l'époque de Silverlight, les premières versions de Silverlight, il y avait cet enjeu-là, puis ça, comme Microsoft a mis beaucoup d'efforts là-dessus, puis après ça, c'était acceptable, là. Il y avait pas de problème. Je te dirais, une des choses qui est à faire attention, c'est peut-être là un piège, ben pas un piège, mais quelque chose qu'il faut faire attention si tu vises une application grand public avec ça, c'est que ben des DLL, souvent, c'est intercepté par des antivirus.
Fait que, tu sais, c'est sûr que si tu t'en vas grand public, t'as pas le contrôle sur les antivirus de tous les gens à la maison, de tous les gens en entreprise, derrière un VPN, derrière des pare-feux. Ça, c'est sûr que ça peut être une problématique que t'as pas le contrôle dessus. C'est pour ça que souvent les gens reviennent avec des frameworks SPA, Angular, React ou Vue en se disant, ben écoute, on va vraiment être le plus proche possible du standard web tel qu'utilisé à tous les jours par les gens sur. Mais Mais tiens, encore là, peut-être que ça, c'est quelque chose qu'éventuellement, ils vont réussir à développer. Je sais pas comment ça pourrait être développé, mais il y aura peut-être quelque chose à faire pour que une application WebAssembly ne soit pas flaguée par un antivirus. Ouais. Puis, donc, on va voir. Mais moi, je vois vraiment le scénario en entreprise comme étant un scénario, un des scénarios les plus plausibles, là. Ben, l'avantage, c'est que tu l'as mentionné, Bruno, tout à l'heure, c'est que si notre équipe, je sais pas moi, on a 5-6 développeurs C# qui font un peu de web là, mais ils sont pas les tops en JavaScript. Puis est-ce qu'on choisit Angular, est-ce qu'on choisit React? Ben, j'imagine que le saut à Blazor est moins douloureux que le saut à Angular. Ben oui, c'est sûr, parce que tu sais, imagine un développeur que ça fait 15 ans qu'il fait du C#. Tu sais, les librairies, il connaît ses classes, où est-ce que les choses sont. Il connaît des librairies NuGet, parce que tu sais, ça, on n'a pas parlé, mais toutes les librairies NuGet qui sont disponibles, tu peux t'en servir. Fait que tu peux toutes réutiliser les mêmes outils que tu es habitué d'utiliser depuis plein d'années. Puis en plus, ben là, tu arrives à tes développeurs puis tu te dis en passant, vous aurez plus besoin de gérer vos node modules puis tout ce qui est NPM. Ben tu viens de les gagner. Ouais. Et t'as plus 100 000 fichiers de node modules, t'as plus à te battre avec les package lock. Tu sais, c'est le genre de petits détails qui peuvent faire une différence. Tu n'auras pas besoin d'apprendre Webpack. Parce que Webpack, c'est comme un autre langage qu'il faut apprendre juste pour faire le packaging de nos composantes web. C'est ça. Et surtout, la plus grosse barrière que souvent les gestionnaires ne voient pas quand ils se disent, ben c'est pas grave, moi, mes gens, moi, qui faisaient du .NET, moi, les formés à faire, par exemple, du React ou à faire du Vue.js. Ce qu'ils comprennent pas, c'est que React ou Vue.js, le modèle de programmation qui est derrière ces frameworks-là, c'est de la programmation fonctionnelle et ce n'est pas de la programmation orientée objet. Quoi qu'on en dise, faut vraiment que tu maîtrises la programmation fonctionnelle. Et quand tu viens de passer les 20 ou les 10 dernières années de ta vie à faire de la programmation orientée objet avec du C#, ben c'est pas clair demain matin que tu vas comprendre tout ce qui est à savoir du côté programmation fonctionnelle. Ouais. Si je te parle de faire un map, un filter, peut-être pour toi, ça va être du jargon que tu n'auras jamais même entendu, puis tu n'auras même pas l'idée à quoi ça sert. Et tu vas retrouver ça de façon omniprésente dans ces frameworks-là. Donc, c'est un autre monde. C'est comme prendre un Américain puis dire, tu t'en vas vivre en Chine, puis prépare-toi, maintenant, tu parles chinois. Donc, c'est ça. Ça risque d'être dur à passer la barrière. Ben, c'est pas que ça se fait pas. On peut y arriver, mais il faut comprendre. Non, c'est ça. Ouais. Tandis que... Puis tu sais, d'arriver à un niveau, tu sais, on reprend l'exemple du développeur .NET C# que là, il commence en React, d'arriver au même niveau d'efficacité que ce qui était du côté de C#, ben, même les bons, ça va prendre du temps. Là. Ouais. Puis ça va être, à quelque part, ça va être un peu aussi au détriment de ce qu'il faisait côté C#, parce que là, il faut qu'il focalise là-dessus. Fait il y a ces choses-là à considérer que t'es un peu perdant au final quand tu te dilues dans plusieurs technologies que tu maîtrises pas. Oui, mais Bruno, l'avantage, là, c'est que cette personne-là va pouvoir indiquer qu'il est un développeur full stack. Ouais. Mais tu peux aussi être un full stack en Blazor. Comme ça, tu as un langage. Ouais. Puis tu fais tout. Ou ce que j'ai vu, moi, je faisais un petit mandat l'été dernier où est-ce que, en tout cas, j'ai aidé une organisation, puis des développeurs qui faisaient faire du React, mais qui étaient aussi des développeurs C#, ben eux voulaient toujours ramener tous les traitements sur le serveur,
Parce que ben là, moi, l'écrire en C#, c'est bien plus facile. Puis là, j'étais comme, mais non, tu peux pas te permettre de faire un hit, retourner au serveur pour faire juste un algorithme de validation, par exemple, de ton champ texte, là. Ouais. Faut que la validation, elle se fasse en JavaScript sur le poste client. Puis là, tu voyais le mot de la personne dire, ouais, donc, tu sais, oui, t'as pas le choix, là. Donc oui, faut que tu l'écrives en double. Et c'est ça. Dans 2 langages différents. Et en plus, Puis oublie pas de le mettre à jour. en plus, quand tu vas tomber avec ton React, ben, tout ce qui est en arrière, il présuppose que c'est une programmation fonctionnelle que tu fais. Donc, c'est des fonctions que tu vas faire, c'est pas des objets. Même si tu peux essayer de déguiser ça avec des objets puis des méthodes, si tu fais ça, tu fais juste te tirer dans le pied. Parce que tu vas aller contre le framework, en tout cas. Donc, et pour avoir des fois ouvert du code puis dire là, il va falloir qu'on forme le monde ici parce qu'ils sont tous en train de prendre le mauvais chemin, là. Parce que il y a ça, hein, beaucoup d'organisations disent faut aller React parce que Microsoft fait du React pour toute leur application web, Facebook, Google, donc c'est React, puis souvent ils comprennent pas comment ça va être dur pour leurs développeurs de maîtriser React, tandis que C#, mais si t'en fais déjà depuis 10 ans, tu maîtrises le langage. Là, après ça, c'est sûr qu'il te reste à maîtriser le tooling autour de WebAssembly, puis ça nous amène un peu où ce que je voudrais nous amener, c'est bon, je fais du C#, moi ça m'intéresse WebAssembly, je commence comment? C'est quoi qu'il faut que j'installe sur mon poste? Où est-ce que je vais? Ben, tu vois, pour faire du Blazor, si tu as déjà le tooling pour faire des applications ASP.NET, tu as déjà tout ce qu'il faut. Donc c'est pas différent de ton application MVC ou même de ton workload où tu aurais fait une application React avec ton API en C# en arrière. Fait que tu sais, c'est Visual Studio 2022, le framework de .NET, tu peux utiliser VS Code, JetBrains, ils font Rider aussi, tu sais, c'est pas différent des autres outils qu'on est déjà habitué d'utiliser. Donc, si tu étais déjà, par exemple, avec du ASP.NET Core, puis tu utilisais Visual Studio Code depuis 1 an, 2 ans, tu vas être capable de faire du Blazor sans problème. Oui. Si plutôt, toi, tu viens d'un chemin où tu utilises, tu as toujours été dans le chemin d'utiliser le gros outil Visual Studio, puis t'es rendu à version 2022, ben, tu peux faire du Blazor sans problème aussi. Sans puis problème. Si c'était plus de la culture où tu disais, non, moi, je veux vraiment avoir un autre outil, puis je prends des outils qui me donnent beaucoup de capacités de refactoring, comme, j'oublie le nom de celui qui Rider, ben, tu vas être capable de le faire aussi. Ouais. Les trois le supportent sans problème. Fait que tu sais, puis c'est déjà justement, ben là je reprends l'exemple de Visual Studio, mais si t'as déjà le workload d'installer avec ta configuration pour faire du ASP.NET, ben t'as déjà tout ce qu'il faut, ça vient avec. C'est pas de l'outillage supplémentaire. OK. Puis là, mettons que je veux faire un petit projet démo, je vais essayer de ça. Je vais où? Y a-tu comme un Blazor, Blazor.org, Blazor.net? Ben, c'est sûr que sur le site de Microsoft, il y a beaucoup de documentation avec beaucoup de tutoriels pour en faire. Ça, c'est sûr que c'est toujours une bonne ressource. Sur le web, nous on va mettre le lien là vers pour l'espèce de point de démarrage où est-ce que vous pourrez trouver tout là. Sinon après ça, il y a le Bracket Show évidemment. Tu parles beaucoup de Blazor. J'allais le dire, mais oui, j'ai fait quand même pas mal de vidéos là-dessus. Tu sais, c'est pas une obsession, mais pas loin. Fait que tu sais, j'ai beaucoup de choses là-dessus, puis c'est quelque chose que j'en mange. Fait que oui, il y a pas mal de vidéos sur des petits trucs, comment démarrer certaines choses là-dessus. Un site que moi je trouve qui est une super belle référence, c'est Blazor University, qui est vraiment une collection de tutoriels à faire par rapport à ça. Est-ce que c'est payant à Blazor University ou c'est tout? Non, c'est gratuit. OK. C'est ça la beauté de la chose, ouais. Ben, c'est parce que j'ai vu le mot université associé à Blazor, je dis parce que c'est une école qui veut utilement vendre des cours. Non, même pas, c'est vraiment c'est quelqu'un dans la communauté qui a fait ça, qui est aussi l'auteur d'une librairie pour justement utiliser en Blazor pour faire un peu le pattern flux, mais avec une application Blazor. Fait que lui, il a fait cette librairie-là, puis il a fait aussi ce site-là. Oh. Donc là, tu vois comme quelqu'un qui vient d'une culture React, Flux, c'est vraiment de l'outillage
en tout cas qui vient du monde React. Puis là, donc c'est quand même intéressant de voir des gens qui partent, parce qu'il y a aussi des gens qui quittent React en disant non, puis qui disent on a besoin de quelque chose de mieux. Puis là, un des chemins possibles, c'est d'aller vers Blazor, puis c'est ce que tu nous dis là, c'est cette personne. Oui, c'est ça. Tu sais, cet exemple-là, tu sais, moi, c'est une des librairies que j'utilise dans tous les projets que je fais, parce que justement, ça me permet de gérer mes données côté client sans avoir à tout le temps aller rechercher du côté du serveur. Fait que on est capable de garder un état de nos données côté client. Mm-hmm. C'est justement quelqu'un qui connaît les patterns Flux, qui l'a utilisé avec React ou qui l'a vu avec Angular, avec NGRX. Il y a tellement d'options dans des patterns similaires à ça. Il sera pas dépourvu, il sera pas bloqué parce qu'il y aurait besoin de tout ça puis qu'il l'aurait pas dans Blazor. C'est disponible. OK. Parce que souvent, moi j'ai vu souvent des programmeurs qui font plus du code back-end, lever le nez sur des programmeurs front-end en disant vous, ce que vous faites, c'est des petites bébelles dans votre browser, c'est facile votre code, puis nous, du côté back-end, c'est du vrai code. Donc, j'ai vu ça, puis et je pense qu'il y a une sous-estimation, une incompréhension des développeurs back-end de comment c'est dur faire une interface, programmer une interface utilisateur qui est réactive, qui répond rapidement. Ou de la même façon que je pense aussi que les programmeurs front-end comprennent pas comment c'est dur aussi faire du code back-end. Il y a deux mondes, là. C'est un peu, il y a pas juste les États-Unis qui sont divisés en deux, il y a aussi le monde de la programmation qui est divisé en deux. Ouais, c'est vrai, c'est pas parce que tu as été habitué de faire du back-end que en 5 minutes, tu vas maîtriser Blazor. Tu sais, il y a des concepts, il y a des événements par rapport à tes composantes, il y a des choses qu'il va falloir que tu les apprennes, puis il y a des subtilités que tu vas, des fois, tu vas te péter la gueule. C'est plate, mais ça fait partie de l'apprentissage. D'où l'intérêt de s'abonner à ton channel YouTube Bracket Show, parce que vous avez fait t'as fait une séquence, je pense 4-5 émissions où tu montres vraiment tout comment tu as créé une application de bout en bout là. Oui, tu sais justement la librairie que je parlais qui s'appelle Fluxor, j'ai fait un épisode où on a mis ça en place pour vraiment aller chercher les données, les garder côté client. Après ça, je pense que on avait rajouté justement des spinners, des choses comme ça pour rendre ça un peu plus interactif. Mais oui, il y avait un flow là-dedans. Mm-hmm. Puis tu sais, généralement, les vidéos sont accompagnées d'un repo sur GitHub avec le code qui a été montré dans la vidéo. Fait que c'est pas quelque chose non plus que faut mettre sur pause à toutes les 2 secondes pour regarder puis prendre des notes. Mm-hmm. On se réfère au repo, on prend le code, on le fork, on fait ce qu'on veut avec, puis ça donne une base pour apprendre, ouais. Tout à fait. Écoute, je pense que ça donne en tout cas des bonnes pistes pour nos auditeurs qui voudraient débuter. Absolument. En terminant, est-ce qu'il y a autre chose que tu crois qui serait important de partager avec nos auditeurs autour de Blazor? Mon Dieu. Question piège. Le but, c'est pas de te piéger, c'est juste, je voulais juste être sûr qu'on n'oublie pas quelque chose. Ouais. Écoute. C'est sûr que, puis là, je relis en même temps les notes que je m'étais pris, là, mais moi, la chose que je dirais, c'est vraiment d'aller l'essayer, puis de pas hésiter, de pas avoir peur, parce que on a beau dire que oui, il y a des choses à apprendre, puis il y a des différences, mais ça reste que n'importe quel développeur qui a fait du C# va être très familier avec comment faire du Blazor. Ça sera pas l'Everest en arrivant devant ça. Puis moi, je pense que c'est quelque chose qui vaut la peine, puis c'est quelque chose qui va probablement être de plus en plus utilisé au fil dans les prochaines années. Donc tu sais, je pense que là, ça fait, tu sais, au mois de mai, ça va faire 2 ans que la version WebAssembly est disponible. On est encore dans les débuts. C'est le temps d'aller chercher des connaissances là-dedans, d'aller chercher une expertise, parce que le jour où ça va être en demande partout, on n'a pas envie d'être dans ceux qui débutent avec le langage, avec le framework. On a envie d'être dans ceux qui ont de l'expérience avec pour justement être capable de répondre à la demande.
Ouais, puis il y a 1 an, il y a 2 ans, là, c'était les balbutiements, c'était le tooling était pas là. Là maintenant avec le dernière version du framework, la dernière version de Visual Studio, tout le tooling est là, toute l'infrastructure est là, donc on peut se lancer là. Ah oui, c'est ça. Tu sais, moi mon premier projet que j'ai fait en Blazor officiellement, c'était en mai 2020 que je l'ai débuté, donc ça venait d'être lancé en mai ou juin en fait. Puis tu sais, déjà à ce moment-là, moi je trouvais que c'était mature puis c'était prêt pour la production. Fast forward 2 ans plus tard, avec toutes les améliorations qu'ils ont faites, les fixes, la performance, puis le tooling, comme tu disais, on est plus que prêt à l'utiliser en production là. OK. Ben écoute, en tout cas, j'ose espérer que pour nos auditeurs, c'est des pistes. En tout cas, c'est de nombreuses heures de plaisir Oui. et de projets à s'amuser. Définitivement, oui. Nous, ben, on te remercie, Oui, Bruno. Toujours très intéressant. Merci à vous deux de l'invitation. Vraiment apprécié. Puis, pour nos auditeurs, on va vous souhaiter bonne programmation. Et on vous revoit encore le mois prochain. Sur ce, bien, à la prochaine. Au revoir.